BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaouda Abdelhaim avec ses articles issus de la littérature économique du monde entier. Et vous verrez cette semaine, ils sont passionnants toutes les semaines. Et là, il y a des révélations incroyables, vous allez voir. Et puis Alexandra Paget, notre bibliothécaire, pour nous parler de Napoléon III. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques. À ma gauche cette semaine, Julien Damon, enseignant à Sciences Po et à HEC. Et puis, celui qui a enseigné longtemps à l'ESCP, Jean-Marc Daniel, professeur émérite donc à l'ESCP Business School et le critique attitré de la Société d'économie politique. Allez, on démarre avec votre choix, Jean-Marc Daniel, le livre de Daniel Susskind, Un monde sans travail. Oui, alors ce livre a été écrit par un nommé Daniel Susskind, qui est un économiste haut fonctionnaire anglais et qui, le dit d'ailleurs dans la préface, s'intéresse à l'avenir du travail depuis plus de 20 ans. Même d'ailleurs, si on lit un peu en détail ce qu'il raconte, depuis avant d'être né, puisque son père déjà, qui était juriste, a publié des livres, des thèses sur l'avenir du travail dans les années 70. C'est publié chez Flammarion, j'ai oublié de le préciser. C'est publié chez Flammarion. Et donc, le livre revient sur un problème qui a déjà été abordé dans beaucoup d'autres livres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce qu'il y a quelque chose d'original par rapport à ce qu'on nous raconte par ailleurs sur l'intelligence artificielle, les mutations du travail, tout ce qui va se passer autour des révolutions technologiques que nous vivons. Donc il y a une première partie où il fait un peu un historique de l'évolution du travail. Il rappelle que la révolution industrielle a changé la donne avec l'apparition d'une contestation du travail avec les Luddites. Donc ça, c'est assez convenu. Ensuite, il y a une deuxième... Que pendant longtemps, le progrès technique n'a pas détruit, mais créé de l'emploi, etc. Mais que cette fois-ci, c'est différent, non? Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Alors, il dit d'abord, le progrès technique au 19e siècle a commencé par détruire des emplois de chevaux. Et il dit, les chevaux ne votaient pas aux élections. Alors que maintenant, ça détruit des emplois de salariés qui, eux, votent aux élections. Donc, les conséquences sont un peu différentes sur un plan strictement politique. Après, donc, il aborde l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant dans sa présentation, c'est de dire que ça va supprimer beaucoup d'emplois, mais pas des secteurs. En fait, ça va faire disparaître tout un tas d'emplois de juristes et d'avocats, mais il restera toujours des avocats pour défendre les truands. Ça va supprimer des emplois de médecins, mais il restera toujours des grands spécialistes, des chirurgiens de très haut niveau, des grands diagnosticiens. Donc ça va modifier complètement la façon de gérer un certain nombre d'emplois, mais ça ne va pas faire disparaître les secteurs en tant que tels. Et puis, dans la troisième partie, il aborde le fait que le salariat a été vécu à partir du 19e siècle comme un moyen de redistribution. Et il dit, s'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus salariés, s'il y a beaucoup de gens qui font des petits boulots, s'il y a beaucoup de gens qui sont un peu à la marge de la société, il va falloir créer un nouvel type de redistribution et il milite pour le revenu universel de base, un peu dans la version friedmanienne. Et enfin, il conclut avec une partie plus politique, justement, sur est-ce que la tech va prendre le pouvoir. Alors, le livre se lit de façon très agréable. Pour une fois, je suis assez content de la traduction, ce qui est assez rare pour ce genre d'ouvrage. Et encore une fois, c'est pas extrêmement original, mais il y a un ton très british. Il y a quelques... Et donc, par exemple, quand il dit, écoutez, ça détruit des emplois de chevaux, je trouve cette façon de présenter les choses, il y a tout un tas d'anecdotes. Ça, c'est l'humour anglais qui vous fascine. Voilà, absolument. Et donc, c'est un livre tout à fait recommandable, car tout à fait britannique. C'est ça. Voilà. Julien Damon, qu'avez-vous pensé de ce monde sans travail? Eh bien, je pense que c'est le livre à lire, parce que c'est l'actualité de tous ces prophètes de la fin du travail, avec un auteur qui est une vedette, c'est-à-dire que ces vidéos sont vues par des centaines de milliers de personnes. Il a travaillé à la Strategy Unit du Premier ministre britannique et cet ouvrage est un best-seller dans le monde entier. Mais je trouve ça très bizarre, moi, cette lubie des universitaires que d'insister sur la disparition du travail. Et à chaque fois, nous disent-ils, tout a été dit, tout a été évoqué, mais cette fois-ci c'est différent et donc avec l'intelligence artificielle, nous dit-il, eh bien nous aurons un changement qui sera pas radical, mais qui sera progressif et bientôt avec
GPT, par exemple, il n'y aura plus de chroniqueurs, tout sera fait par des robots. Plus sérieusement, je pense qu'il y a des vérités dans cet ouvrage, mais qui ne sont pas d'une originalité extrême. Tout d'abord, les grandes entreprises aujourd'hui ne sont plus des entreprises avec un nombre considérable d'employés. De Tesla à Amazon, et encore, ce sont des entreprises à haute intensité de main-d'œuvre. On trouve surtout des entreprises qui ont un nombre d'employés qui n'a rien à voir avec Ford ou General Motors, bien sûr. Deuxième chose, la puissance des ordinateurs, la puissance des robots progresse de façon exponentielle. Donc oui, on peut toujours soutenir la thèse selon laquelle ceci va tout transformer. Troisième chose plus intéressante, il nous dit que les systèmes éducatifs conduisent à de la surqualification. Je pense que c'est un problème absolument majeur. Et enfin, il a raison de parler des métiers de service pour nous dire que ce sont des métiers à identité compliquée et à rémunération trop faible. Sur ces réponses, un mot. D'abord, c'est vrai qu'il plaide pour un revenu universel, mais conditionnel. C'est une grande différence avec ce que l'on entend en général. Friedman n'était pas forcément pour la conditionnalité de son impôt négatif, mais là, ce qu'il nous dit, c'est on ne va pas donner quand même des sous à tout le monde, il faut que les gens fassent un peu de bénévolat, etc. Enfin, c'est quand même une révision absolument considérable de tout notre système de protection sociale. Et deuxième chose, nous dit-il, avant l'État s'occupait des moments où nous travaillions, maintenant il va falloir qu'il s'occupe des moments où nous avons des temps libres. Et donc ce qu'il explique, c'est que l'État va être de plus en plus présent pour organiser nos temps, les uns avec les autres, les uns à côté des autres. Et donc ce dont il nous parle, en ces mots non traduits, c'est d'un big state. C'est ça qui doit réussir à faire passer la pilule du non-travail. Tout ceci me fait quand même penser à ce que disait une philosophe qu'il cite, Hannah Arendt, mais dont il ne reprend pas cette citation qui, moi, m'a toujours marqué. À la fin des années 50, dans La condition de l'homme moderne, elle nous disait exactement ceci: ce qui se profile, ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail. Et tout ceci, c'est une tragédie. Avec un livre intéressant. Magnifique. Allez, on passe à votre choix, Julien Damon. Choix que je ne vous avais pas imposé, mais en fait, j'étais curieux de voir ce que vous alliez penser, vous, le spécialiste mondial du mal-logement, de ce livre qui a suscité ma curiosité. Ça s'appelle « De gré et de force » par Camille François. Comment l'État expulse les pauvres, aux éditions La Découverte. Ai-je bien fait de vous faire lire ce livre, Julien Damon ? On découvre des choses, mais je vais être obligé de faire une critique tout de même assez poussée. Camille François est maître de conférence en sociologie. C'est sa thèse qui nous est présentée là. Et c'est un sujet très intéressant que de savoir ce que sont les fondements, l'actualité, les perspectives et les analyses que l'on peut faire des expulsions. Donc c'est un sujet intéressant, mais dont le traitement n'est pas forcément très convaincant. Voilà, qu'en termes diplomatiques, ces choses-là sont dites. D'abord l'intérêt. C'est une description très fouillée de toute la trajectoire des expulsions. Donc on se retrouve avec les travailleurs sociaux, on se retrouve dans les tribunaux. Il y a des observations sur les pratiques et les tactiques de ce qu'ils baptisent, avec un terme qu'aiment bien trouver les sociologues, et c'est bien trouvé, les petites mains de l'expulsion, parce que ce sont quand même des gens modestes, des femmes surtout, qui sont là pour traiter des dossiers et puis aller jusqu'à cet épisode qui est l'expulsion, ce qui l'intéresse le plus d'ailleurs notre auteur, avec le concours de la force publique. Il met bien en avant les stéréotypes, les catégories racistes, et sur le plan de l'économie, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il nous dit quand même que le fait de ne pas payer son loyer est une modalité d'endettement des pauvres, mais donc une rationalité. Et il nous dit, je prends son terme, que l'endettement, le surendettement des pauvres, le non-paiement des loyers, pour être plus concret, c'est de la trésorerie populaire. Bon, tout ceci raconté, il faut des critiques par rapport à ce type d'ouvrage. Ça commence par Germinal, par Gervaise, qui est expulsé, qui meurt dehors. Pardon, ça commence par l'Assommoir. Voilà. Il l'a lu, c'était pour vérifier. Notre ami l'avait bien lu aussi. Mais oui, c'est le début. Et l'Assommoir et le livre. Voilà. C'est en effet l'Assommoir, ça se termine très mal pour Gervaise. Mais c'est pour dire que c'est un anachronisme total. On ne vit plus dans le même monde. Alors on a l'impression qu'on est encore à la période de Zola. Il ne nous décrit pas, par ailleurs, tout ce que les pouvoirs publics font pour prévenir les expulsions. Vous avez une modalité de structure bureaucratique, ça s'appelle des CAPEX, des commissions de prévention des expulsions. Il en parle un tout petit peu. Il y a des fonds de solidarité logement pour payer une partie des dettes de ceux qui risquent d'être expulsés. Il y a cette très hivernale période dans laquelle nous nous trouvons, pendant laquelle il est interdit d'expulser en France, mais ailleurs dans le monde, tout ceci n'existe pas. Et il nous fait un tableau très
misérabiliste et communiste. Misérabiliste parce qu'il exagère, et souvent les sociologues exagèrent ces situations. Oui, c'est terrible, et chaque cas d'espèce est terrible, mais il n'y a pas une explosion de la pauvreté comme il n'y a pas une explosion des expulsions. J'ai dit misérabiliste, je dis aussi communiste, parce qu'alors là, sur les solutions et sur les idées phares, c'est de renforcer l'encadrement des loyers, et puis, je le cite, de remettre le capital à sa place. Et on termine par une critique radicale à l'endroit, finalement, de tous les propriétaires. Et je pense que ce sujet méritait mieux. Bon, alors je vais vous poser la question comme ça, Jean-Marc Daniel. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a énervé autant depuis longtemps? Non, je dois dire qu'effectivement, c'est une espèce de brûlot, et misérabiliste et communiste, comme vient de le dire Julien, donc les deux mots correspondent. Il y a effectivement deux choses pour sauver un peu le livre. Il y a la description, effectivement, de ces petites mains. De ces... on apprend beaucoup de choses. Oui, sur la façon dont ça se passe. Et puis, il y a effectivement des séances dans le tribunal, et à un moment donné, il va voir les juges, parce que les juges, d'une certaine façon, sont là pour défendre aussi les petits propriétaires. Et donc, il y a un juge qui lui dit on est obligé de faire le tri parmi les propriétaires. Il y a des propriétaires légitimes qu'on va aider, donc les petits, tout ça. Et en revanche, il y a des gros propriétaires. Alors eux, on n'hésite pas. Alors là, on refuse l'expulsion. Et donc, cette vision du droit de propriété que Julien a qualifié de communiste, mais c'est un communisme extrêmement primaire. Et donc, finalement, je n'ai qu'un conseil à donner aux gens qui veulent véritablement s'intéresser au sujet, c'est de relire l'Assommoir. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. On retrouve tout de suite Alexandra Paget, notre bibliothécaire. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alors, quand arrêtez-vous notre formidable machine à voyager dans le temps? Il y a un tout petit peu plus de 150 ans, le 9 janvier 1873, c'est ce jour-là que meurt Louis-Napoléon Bonaparte, l'empereur Napoléon III. Il est en exil à Chichester en Grande-Bretagne à ce moment-là, et c'est lui qui a écrit le livre dont nous parlons aujourd'hui, de l'extinction du paupérisme chez Gallica. Alors, quelques mots quand même sur Napoléon III. C'est assez étrange en fait, hein. On a l'impression de le connaître, mais sans trop le connaître en même temps. Exactement, d'ailleurs on va faire un petit quiz. Donc, ah mon Dieu. Qui est-il par rapport à Napoléon Ier? C'est son neveu. Bien. Quel autre titre que celui d'empereur a-t-il porté? Président de la République. Président de la République, laquelle, Benahouda? La deuxième, c'est le seul d'ailleurs de la Deuxième République. Exactement, bravo. Oui. Quand et pourquoi devient-il empereur? Benahouda, il le sait. Ah non, allez-y, Emmanuel. Coup d'État. Coup d'État de 1851, c'est bien. Ouais. Enfin, pourquoi Victor Hugo le surnomme-t-il Napoléon le Petit? Eh bien, sans doute parce qu'il n'est pas grand. Et voilà, c'est passé sans référence à son oncle, en fait. C'est à cause de sa taille, 1,68 m. D'accord. Alors, venons-en à de l'extinction du paupérisme. Que dit dans ce livre celui qui n'est pas encore empereur et qui sera donc le futur empereur? Alors, ce texte court, 63 pages, est publié donc par Napoléon Louis Bonaparte en 1844. Il inversera ses prénoms. Ensuite, il est à l'époque donc détenu au fort du Ham pour avoir tenté un soulèvement contre Louis-Philippe. Et c'est curieusement le succès d'année de toute la politique sociale, économique du futur empereur, et un texte qui s'insère parfaitement dans l'ensemble de la littérature socialiste de l'époque. Il y développe des réflexions influencées par les idées saint-simoniennes. Ce travail s'ancre dans le contexte de la révolution industrielle, de croissance économique et du développement d'une classe ouvrière aussi, ainsi que de nouvelles formes de misère, Emmanuel. Mais alors, il est plutôt socialiste ou plutôt libéral, Louis-Napoléon Bonaparte? Il utilise dans ce texte la mythologie qui entoure la mémoire de son oncle. C'est très vivace au XIXe siècle pour élaborer un bonapartisme populaire. Et ça à des fins électorales, parce que c'est ce qui va porter son élection au suffrage universel, on en parlait tout à l'heure, le 10 décembre 48. Il faut replacer le texte dans son contexte. C'est celui des années 1840, où devant le développement du paupérisme, c'est-à-dire de la pauvreté endémique de la population des villes industrielles, philanthropes, socialistes, communistes élaborent des projets de société pour conjurer cette pauvreté endémique. Cet ouvrage est préparé par Bonaparte, alors qu'il est emprisonné, donc, et il paraît d'abord sous forme d'article de presse, puis d'un ouvrage, avec la permission du gouvernement de l'époque, qui ne voit dans cet écrit absolument rien de subversif. Grave erreur, parce que Bonaparte affirme la nécessité pour lui
d'intervenir en faveur de la classe ouvrière, selon ses propres mots. Parce que la voix de l'humanité commande d'intervenir, mais aussi parce que la pauvreté est séditieuse, selon lui. Il propose l'acquisition, par exemple, par l'État de millions de terres incultes et leur remise à une association ouvrière nationale qui dirigerait des colonies agricoles composées de chômeurs des villes. Ces colonies offriraient à ces chômeurs du travail, du pain, mais aussi de l'instruction et de la religion. Donc on n'est pas franchement dans le grand capitalisme. Il parle beaucoup de la classe ouvrière aussi. On est dans le propos de la classe ouvrière complètement. À plusieurs reprises, Louis-Napoléon emploie l'expression donc de classe ouvrière, écrivant qu'il faut la relever à ses propres yeux. Il réclame pour les ouvriers le droit du travail et le droit d'association et le droit au travail. On en a déjà parlé ici. Largement diffusé à partir de 1848 dans les milieux ouvriers, ce texte fera paraître son auteur, en 1848 donc, comme un candidat socialiste. Élu en décembre 48 président de la République, il annonce qu'il fera adopter par l'Assemblée un décret attribuant à la classe ouvrière toutes les terres incultes de France, après indemnisation des propriétaires. Donc les députés refusent. Reste qu'on trouve dans ce texte, Emmanuel, les bases des mesures économiques et sociales que Napoléon III fera adopter dans les années 1860, et ça va bien à l'encontre de ce qu'on imagine être ce fameux empereur, le dernier des Français. Oui. Et peut-être le dernier vrai dirigeant libéral de ce pays par la même occasion. Merci beaucoup Alexandra Paget. Allez, on part maintenant faire notre tour du monde hebdomadaire avec notre globe-trotteur Benaouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Benaouda, bonjour. Bonjour. On commence cette semaine par cette étude qui a fait beaucoup de bruit, une étude japonaise selon laquelle le PIB de la Chine ne dépassera jamais celui des États-Unis. Alors jamais, il faut jamais dire jamais. Quoi qu'il en soit, c'est la thèse que tiennent Atsushi Tomiyama et une demi-douzaine de ses collègues du Centre japonais de recherche économique à Tokyo. Le croisement des courbes des produits intérieurs bruts nominaux était censé s'opérer en 2028, puis l'échéance a été repoussé à 2033 et eux nous disent que dans cette nouvelle projection qui date de la mi-décembre, même après 2036, cela devient illusoire. En tout cas, en fonction des paramètres que ces économistes-là japonais ont combinés, ils ont pris ceux du novembre dernier. Pour eux, lorsqu'on cumule les restrictions politiques du troisième mandat de Xi Jinping, le président chinois, la stratégie de zéro Covid qui était encore à la mi-décembre en vigueur, le découplage fondamental industriel et technologique avec les États-Unis, cela éloigne irrémédiablement la Chine de ce croisement des courbes. Ce travail de projection s'appuie sur des facteurs entravés de travail, de capital et de productivité. C'est très important à leurs yeux. Et ils introduisent également un autre élément majeur d'incertitude quant à ce croisement des courbes, celui d'une éventuelle guerre pour Taïwan. Et puis, il y a la contraction qui est enclenchée, et chacun sait cela, de la population active qui ne permet plus d'escompter un effet d'accélération pour surmonter ce cumul de handicaps présumés. Alors, par rapport au scénario initial, ça signifierait que la Chine perdrait entre 2025 et 2035 en cumulé quelques 18 000 milliards de dollars de richesse nationale. 18 000 milliards de dollars, c'est l'équivalent d'une année de produit intérieur brut chinois, celle de 2021. C'est dire l'extrême écart qu'il faut rattraper. Et puis, tout ceci ne relève bien entendu que l'exercice de prévision de macroéconomistes. Un dernier point, pour montrer que ce n'est pas une vision japonaise quant à cet adversaire chinois. Il nous dit, ces économistes, que le Japon perdrait son troisième rang mondial dans 2 ans. C'est-à-dire dès 2025. La dernière fois que l'économie japonaise était quatrième, c'était en 1966, et c'est l'Inde qui deviendra la troisième économie mondiale dans 2 ans. Eh bien l'Inde, justement, vous éclairez, Benaouda, un aspect intéressant des relations entre l'Inde et la Chine, deux pays qu'on présente comme rivaux. Et pourtant, ce sont les médicaments génériques indiens qui sauvent des vies dans la Chine frappée par le Covid. Oui, alors c'est une spécialiste indienne des relations avec la Chine qui entend l'expliquer. Antara Gosal Singh est diplômée de l'université Tsinghua de Pékin, l'une des plus prestigieuses en Chine. Et elle travaille actuellement pour la fondation stratégique ORF à New Delhi. Elle est partie du constat que le moteur de recherche Sina Weibo a été énormément sollicité ces derniers temps pour des médicaments génériques indiens
contre le Covid. Faute de réserves suffisantes, différentes plateformes de commerce en ligne en Chine sont alors amenées à passer en mode de pré-vente de ces génériques fabriqués en Inde. Et la demande a été telle que l'envoi postal entre les deux pays est limité à 2 boîtes seulement. Et cela prend jusqu'à 20 jours entre ces deux nations voisines, frontalières, hein, rappelons-le. Il existe 4 types de ces médicaments indiens qui proviennent de laboratoires pharmaceutiques essentiellement liés à de grands groupes américains. Les foyers chinois les stockent en fait parce qu'ils redoutent qu'en cas de symptômes graves, ils ne puissent pas en disposer pour leurs aînés, notamment s'ils venaient à arriver trop tard à l'hôpital. Et il faut noter que ce produit indien, disponible sans ordonnance, est vendu à moitié prix par rapport à ce qui se trouve légalement sur le marché chinois. Mais l'État chinois considère toujours et encore que c'est illégal, cette vente de génériques indiens. Et non seulement pour les anti-Covid, mais l'ensemble des génériques indiens. Les anticancéreux, à prix cassé, ne peuvent pas traverser la frontière. Et la chercheuse raconte qu'il y a une forme de dépit national chinois, que cette Inde, vue comme sale, pauvre et en retard, je cite, soit capable de réaliser quelque chose que la Chine, avec toutes ses promesses, toutes ses prouesses, je cite encore, ne puisse pas faire, c'est-à-dire sauver la vie de ses propres gens modestes. Et malgré toute la publicité négative, dit-elle, les commentateurs chinois se rangent de plus en plus nombreux à cette idée qu'il faut maintenant légaliser ces génériques indiens. Les médias en Inde, vous imaginez, n'ont pas manqué de faire écho à cet écrit d'Antala Gosal Singh. Certains d'entre eux le perçoivent comme un motif légitime de fierté. Enfin, le défi de l'industrie de défense américaine, des bacs vides dans un environnement de guerre. Oui, c'est un inventaire effectué par un ancien très haut fonctionnaire du Pentagone et qui dirige à présent un département du CSIS. Le CSIS, c'est l'un des plus importants centres d'études stratégiques aux États-Unis, ce qui, vous l'imaginez, lui a ouvert de très nombreuses portes un peu partout, que ce soit dans l'industrie ou dans l'administration. Ouais. Alors pour Seth Jones, l'aide en équipement militaire qu'apporte de plus en plus massivement son pays à l'Ukraine est en train tout simplement d'épuiser les stocks des armées américaines si l'on se place dans une perspective qui reste encore hypothétique, d'une guerre conventionnelle face à la Chine, encore une fois, pour l'empêcher de s'emparer de Taïwan. Et contrairement à ce que beaucoup pensent ou veulent donner à penser, l'industrie militaire américaine ne serait plus en mesure de tenir les délais de livraison dans un tel scénario. Et ce rapport recommande donc de réexaminer l'ensemble des procédures administratives, l'ensemble des différents besoins en munitions. Pour l'auteur, il s'agit d'offrir aux fournisseurs des horizons dégagés de production pour qu'ils puissent relancer les lignes mises à l'arrêt. Je vous donne un seul exemple, parmi tant d'autres, le britannique BAE Systems, qui doit disposer, dit-il, d'au moins 150 commandes d'obusiers M777 de 155 mm sur plusieurs années pour justifier, le cas échéant, de relancer ces chaînes de fabrication. Et or, ces équipements sont envoyés actuellement par dizaines et dizaines à Kiev, et ils sont puisés ou dans les stocks américains. Donc il risque d'y avoir une pénurie grave, très grave à ses yeux. Alors le rythme de production des missiles de précision à longue portée également inquiète cet expert. D'après lui, le temps que met le constructeur américain Lockheed Martin ne tiendrait pas en cas de conflit, là encore, autour de Taïwan. Et Seth Jones estime que Washington ne peut plus maintenant compter à ce point sur ses propres forces industrielles. Il plaide donc pour une accélération d'un système de transfert de technologies dites sensibles dans ce domaine vers les alliés les plus proches de l'Amérique. Et il présente cela avant tout comme une affaire de dissuasion vis-à-vis de la Chine. L'Occident doit se rebâtir une industrie militaire. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ? Eh bien, je recommande la lecture du dernier numéro de la revue Futurible, le numéro qui est daté de janvier-février 2023, c'est le 452, et donc il y a plusieurs articles sur la Chine, mais celui que j'ai trouvé... Immanquablement, il y en a un ou deux sur le réchauffement climatique. Oui, mais là justement, il y en a un sur la population mondiale, et notamment la population mondiale en 2100, et donc il y a une expertise, une analyse de ce qu'elle sera, et puis il y a un petit encadré sur cette prévision qui a été faite récemment, selon laquelle nous ne serions plus que 4 milliards en 2100. Donc il explique pourquoi, à son avis, l'auteur explique pourquoi, à son avis, c'est un peu rapide et approximatif d'arriver à ce résultat. Donc c'est un sujet qui est un sujet important, qui est passionnant. Et hélas, je crains de ne pas avoir les moyens de vérifier la pertinence de ces projections. Je ne serai plus là.
Au cœur du monde. Bah, oui, nous ne serons plus là. mais en 2100, tous les octogénaires de 2100 sont déjà nés. C'est une perspective qui, pour nous, hélas, c'est très peu probable de se réaliser, mais pour le monde entier, c'est déjà là presque. Sachant que le dossier principal, c'est au cœur du monde chinois. Oui, absolument. Passionnant, Futurub, évidemment, revue d'excellentes factures. Julien Damon, votre dernière sélection. Futurub qui s'est intéressé aussi historiquement à mon sujet que je vous présente là, qui est un sujet qui revient sur le devant de la scène ponctuellement, le revenu universel. Donc moi, c'est un ouvrage collectif tiré d'un colloque d'universitaires dirigé par Gwendal Chaton et Martine Long, spécialistes de sciences politiques et de droit public. Ils font un condensé de tous les savoirs sur les fondements, les modalités, les effets du revenu universel, une utopie pour le 21e siècle. Dans la collection des ouvrages sur le revenu universel, c'est le plus récent et le plus complet. Formidable. Merci, messieurs. Allez, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.